Arioso et Allegro de concert de Stan Golistan est une pièce pour alto et piano, au caractère fort, enjoué et passionnel. Nous avons là un alto grave et engagé à la fois. Bien que Stan Golistan ait vécu à Paris durant quasiment toute sa vie, nous ressentons des inspirations et quelques racines de la musique klezmer, car il était roumain d'origine. Dans l'Arioso, toute la palette sonore de l'alto est exploitée, car le premier thème part du médium pour aller au suraigu avec des harmoniques. Un peu plus loin, dans l'allegro, nous avons là un alto toujours fougueux et en transe, dû notamment à des sections mélodico-rythmiques répétées. Le piano, lui, soutient cette course frénétique par des croches. Cet allegro fait contraste à l'Arioso, tant par son écriture horizontale que par des valeurs rythmiques très courtes. Puis vient le deuxième thème qui est lui plus dramatique et coloré, notamment par ce saut de sixte majeur à l'alto à la deuxième reprise. Golestan joue par opposition avec les accords majeurs et mineurs, ce qui donne cette lumière assez teintée. Mais à la fin, la descente dans les graves de l'alto jusqu'au do à vide donne cette impression de calme et de sérénité. La cadence qui suit, elle, est beaucoup plus extérieure et démonstrative, tant par les oscillations entre les graves et les aigus de l'alto, que par les couleurs harmoniques. L'écriture est, elle, plus occidentale à ce passage. Et à nouveau, le retour à l'allegro se fait de manière encore plus frénétique. Il se termine dans une rage et une ascension vers le si aigu de l'alto qui marque la demi-cadence. Et deux accords brefs et décisifs viennent marquer la fin de la pièce en mi mineur.
Et oui, je reviens vers vous maintenant pour vous présenter donc la deuxième pièce du programme de ce récital, le concerto pour alto de Béla Bartók. Alors c'est une pièce tout en contraste et d'un lyrisme absolu. C'est un concerto où la musique populaire est omniprésente. À l'heure où le répertoire de l'alto s'est développé de manière exponentielle, ce concerto reste malgré tout reconnaissable parmi tant d'autres pièces pour alto, grâce à son début où il rentre seul. Dans ce premier mouvement, l'alto est viril et très chantant. Et il requiert une technique de l'instrument très avancée avec une certaine virtuosité. Le thème exposé à l'entrée de l'alto revient de manière morcelée, inversée, développée ou étendue, sans pour autant être défiguré. Nous le retrouvons dans un beau médium à l'alto, de manière large et très expressive. Bartók s'est beaucoup inspiré de la musique populaire, comme nous avons dit, notamment de la Roumanie et de la Hongrie. Nous retrouvons quelques chants populaires remodelés ou inventés par lui-même à chaque fin de partie. Ce premier mouvement est donc sombre, intérieur et très tendu. C'est ce que j'ai aimé lorsque je l'ai découvert et travaillé. Il est entier, il est fort et très imposant par son écriture, mais aussi il est dans un style plus classique que les pièces écrites précédemment par Béla Bartók. Le nain nonagénaire, dans un ultime murmure de grâce, au moins la bière, grandeur, nature. Alors maintenant, écoutons la pièce dédiée à Roland Moser, Samuel Beckett le nain. C'est une pièce naïve, malgré qu'elle soit sombre par son texte et par sa mise en musique. C'est une pièce qui est en forme de blague.
Dans un Ce qui fait la singularité de ce concertino de Erwin Schulhoff, c'est déjà sa formation. Alors, on sait déjà à cette époque que la flûte et l'alto se marient bien, grâce notamment au trio pour flûte, alto et harpe de Debussy. Mais le fait d'ajouter la contrebasse est assez inédit, d'autant plus que Schulhoff ajoute aussi des parties de piccolo, qui couplées à la contrebasse nous fait entendre des écarts allant parfois jusqu'à 7 octaves, ce qui donne une couleur vraiment très particulière. Ensuite, ce qui me touche moi plus particulièrement en tant qu'instrumentiste, c'est l'utilisation, d'après moi toujours, mais très aboutie de la flûte traversière. Parce que la flûte traversière a pendant longtemps été assimilée, notamment par son registre aigu, à des thèmes légers, au pastoral, au chant des oiseaux. Dans ce concertino, je trouve que Schulhoff arrive à exploiter beaucoup plus les caractères propres à cet instrument, notamment le mystérieux, le côté parfois liquide, le côté envoûtant. Les thèmes, les parties accompagnantes et les contre-chants sont aussi très bien répartis entre les trois instruments, ce qui donne des couleurs variées, originales et vraiment propres à la recherche musicale de cette époque. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette pièce, lorsque je l'ai travaillée avec mes collègues, c'est effectivement la répartition déjà des rôles par rapport aux instruments. Je trouve que là, il y a un vrai intérêt, une vraie complexité aussi à un certain moment. Ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'est le style d'écriture. Donc évidemment, le style de l'Europe de l'Est, slave, qu'on retrouve vraiment. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et qui a fait que j'ai mis cette pièce dans le programme. Et je trouve que chaque instrument est très bien mis en valeur, comme je disais en début, parce qu'effectivement, il y a des moments où l'instrument, que ce soit l'alto ou la flûte au début, est seul. Et ça, c'est aussi ce qui donne une particularité à cette formation en trio. Et effectivement, l'ambitus avec la contrebasse et la flûte, qui peut être très très haute, donne cette couleur absolument saisissante, ce contraste éblouissant. Voilà, je trouve que c'est une pièce tout en couleur, en relief, évidemment, et avec beaucoup de recherche pour les différents rôles qu'ont les instruments, l'alto, la flûte et la contrebasse, suivant les mouvements.